n'y avait que 2 matchs de play-off au programme la nuit dernière. On est là avec Shai pour débriefer tout ce qui s'est passé malgré tout. Shai, je te propose qu'on commence tout de suite par le Dallas Clippers Ouais. qui s'est joué hier soir. Donc les Dallas Mavericks qui sont allés s'imposer sur le parquet des Clippers 123-93. Un match qui a été tenu le temps d'un quart-temps à peu près avant que Dallas commence à prendre l'écart, à creuser l'écart de plus en plus. La fin, c'était un petit peu une purge. Quasiment les joueurs majeurs de chaque équipe étaient sortis, étaient sur le banc à 5 minutes de la fin du quatrième quart-temps. Qu'est-ce que tu retiens de cette belle victoire de Dallas quand même une équipe qui est arrivée, j'ai trouvé concentrée, concernée sur le plan de jeu. Là, pour le coup, il n'y a pas eu du tout les errements qu'on avait retrouvés au début du match précédent. Ouais, je suis un peu donc déçu du manque de compétitivité qu'ont eu les Clippers sur ce match-là, parce qu'on attendait une grosse bataille. C'est une série hyper intéressante. Et on attendait un match 5 serré. Ça n'a pas du tout été le cas, comme tu le disais. Et du coup, les Mavs réussissent un très très gros coup. Ils étaient prêts pour ce match, en fait. J'ai eu l'impression de voir une équipe qui était prête et déterminée pour ce match-là, et une autre qui était pas dedans, qui était pas bien. Je sais pas si c'était une histoire de pression à domicile, que le manque de personnel au bout d'un moment, ça se paye. Et donc c'est ce qui m'a un peu surpris, et j'ai trouvé les Mavs au rendez-vous, au contraire des Clippers. Et il n'y a pas eu besoin de match démentiel. Luka qui est alors j'exagère peut-être en disant qu'il est sur un genou, mais il a clairement dit que si on était en saison régulière, il n'aurait pas joué. Il fait quand même 35 points, 10 passes, 7 rebonds, mais il n'y a pas eu besoin de match surnaturel, de grosses bagarres de leur part. J'ai juste l'impression qu'ils étaient supérieurs sur ce coup-ci. C'est pas tout le temps l'impression que j'ai eue sur les rencontres précédentes. Et là, ça ressemble quand même à un tournant majeur de la série, avec Dallas qui recevra au prochain match. Ouais, effectivement, donc Luka Doncic qui souffre d'une entorse du genou droit, qui est aussi un petit peu malade visiblement. Il avait l'air d'avoir la crève, en tout cas c'est ce qu'il a expliqué. Ouais. Je partage ce que tu dis. En fait, ce que j'ai trouvé notamment dans l'entame de match de Dallas, c'est qu'il y avait encore une fois du sérieux et de la patience. Ce qui m'avait beaucoup surpris depuis le début de la série, c'est que j'avais trouvé Luka Doncic un peu impatient parfois, avec toujours l'envie de porter les stockades tout seul, un peu plus nerveux finalement que dans d'autres séries de playoffs par le passé. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment les Mavs ont su développer un jeu collectif dès la première minute. Ils n'étaient pas très adroits en début de match. Ajustement quand même intéressant. Tu sentais que Jason Kidd avait eu à cœur de repartir dans la dynamique de la fin du match précédent. C'est Kyrie qui portait la balle sur le début du match, sur les premières possessions. C'est lui qui avait la balle, et puis Luka qui était un petit peu en deuxième option avant que les choses ne retrouvent un petit peu leur schéma habituel. Ça a très bien fonctionné honnêtement pour Dallas. Ouais, belle entame de match. Derrière, du côté des... Donc, tu as donné les stats de Luka. Pour Kyrie, pareil, il n'a pas eu besoin d'en faire plus que nécessaire. 14 points à 6 sur 14, 4 rebonds, 6 passes. J'ai trouvé Dereck Lively excellent, vraiment. Ouais. Il est quasiment tout le temps, mais là, il a eu un impact dès le début du match. J'allais dire que les intérieurs avaient été bons, notamment la paire Maxi Kleber-Lively. Parce que Gafford a été, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire en difficulté, mais c'était pas le plus performant de l'équipe en début de rencontre. Et l'impact de Lively, qui n'a pas raté un panier, je pense, plus son activité, son énergie, avec Kleber qui lui était dans un registre plus stretch, où il a vachement reti à 3 points, il en met 5 dans le match. Ils ont été très 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 précieux, et aussi bien en attaque qu'en défense, parce que globalement c'est aussi sur la défense que s'est joué le match, je trouve, que les Mavs ont fait la différence. Ils ont été agressifs et efficaces, et la preuve c'est qu'il n'y a personne qui a réussi à faire une performance offensive digne de ce nom du côté des Clippers. Ouais, mais tu fais bien de souligner la défense de Dallas, et encore une fois, ça aussi, on n'imaginait pas qu'on en viendrait à dire ça, mais j'ai trouvé Luka Doncic excellent défensivement, vraiment à la fois dans la dureté et dans le challenge, même face à James Harden. Il a très très bien tenu tous ses duels avec James Harden. James Harden qui avait été incandescent, on l'avait souligné dans le match précédent, c'est lui vraiment le difference maker sur la fin de match pour les Clippers. Et là, il était quasiment transparent, 7 points, 2 sur 12 au tir, 4 rebonds, 7 passes, le pire différentiel sur ce match-là de son équipe, moins 25. Et du côté de Paul George, 15 points, 4 sur 13 au tir, 11 rebonds malgré tout et 4 passes. Voilà, les deux stars n'ont pas su se montrer au niveau pour pouvoir porter les Clippers. Un match que Los Angeles a joué à nouveau sans Kawhi Leonard. Ouais, les derniers sans Kawhi, c'était plutôt bien passé. En tout cas... ils avaient réussi à en remporter, il n'y avait pas de déséquilibre. Là, on a senti un déséquilibre au niveau de l'impact des stars. James Harden, malheureusement, donc on l'a souligné, il était vraiment très très bon, et
et il tordait un peu le cou à cette étiquette de joueur qui est pas bon en playoff ou qui choke en playoff. Là, malheureusement, cette nuit, avec ce match raté, il faut le dire, j'ai vu la stat passer, c'est Nick Wright, aka Nick Wrong pour Antoine, qui aime bien le surnommer comme ça. James Harden est devenu le recordman de l'histoire des playoffs pour le nombre de matchs avec au moins 10 paniers tentés et seulement moins de 2 de marqués. Il en a 10 maintenant dans l'histoire. Avant, il était co-détenteur de ce record avec Clifford Robinson. Maintenant, il est tout seul avec 10 matchs. Alors, ça veut dire qu'il joue beaucoup de matchs de playoffs. Ça, c'est aussi c'est à son actif. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de matchs où il est passé à côté au niveau de l'adresse, malheureusement. Ouais, et puis là, défensivement, on sentait que les Mavs avaient vraiment bien travaillé la vidéo. Il était, pour le coup, dans le match précédent, je te l'avais dit, j'avais été un peu étonné parfois des options trop permissives qu'il laissait aller sur ses points forts. Là, il se fait contrer à plusieurs reprises. À un moment, sur un tir à 3 points, je crois que c'est PJ Washington qui arrive à contourner pour venir le contrer. PJ Washington, dont je suis en train de devenir fan, honnêtement. Il fait un match vraiment pas bon en attaque. Il finit à 2.1 sur 7 au tir. Par contre, je le vois faire des choses dont je ne le pensais pas forcément capable. J'ai le souvenir notamment il commence sur un drive et il trouve Kleber parfaitement démarqué dans le corner. Tu sens qu'il est en train de gagner en lecture de jeu. Ouais, impressionnant cette équipe de Dallas sur ce match, vraiment dans la concentration, dans ce qu'ils ont su mettre en place. Prochain match, on retourne dans le Texas. Match impératif pour les Clippers. Là, ils ne peuvent pas ne pas se montrer Paul George et James Harden. Mais effectivement, on sent quand même que finalement, au match précédent, Dallas était passé complètement au travers de la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on en reparlait. Même nous, en regardant le match en direct, on s'envoyait des messages. Moi, je pensais vraiment que Dallas allait finalement réussir à revenir, compléter le comeback et prendre le match. Ça ne s'est pas joué. Par contre, on sent que voilà, ils ont appris des erreurs de la première mi-temps précédente et là ils étaient arrivés déterminés à prendre ce match à l'extérieur. Ça ressemble à un tournant dans la série, clairement. Je ne vois pas enterrer les Clippers. Ils ont montré des ressources assez étonnantes, que ce soit avec un Kawhi diminué ou sans Kawhi. Donc, on va pas du tout les enterrer. Ils ont été capables de gagner à l'extérieur. Ils peuvent très bien le refaire. Mais bon, là, ça sent un peu moins bon. Et pour revenir sur PJ Washington, tu as complètement raison. À Charlotte, c'était surtout un joueur fort offensivement. Il a fait quelques cartons qui passaient inaperçus parce que c'est les Hornets, malheureusement pour lui. Et là, il a trouvé son rôle. Et on dit souvent que c'est important pour un joueur. L'exemple référence en ce moment, c'est Aaron Gordon, parce que c'était le franchise player identifié pendant un temps à Orlando. Et il a accepté, embrassé presque un rôle différent à Denver, et on voit ce que ça a donné. Je dis pas que PJ Washington et Aaron Gordon, mais c'était un gros scoreur à Charlotte. Et parfois, il suffit juste de trouver le créneau qui nous convient bien. Et là, pour lui, ça semble être un mix entre de l'energizer défensif, un peu le enforcer. Voilà, il y a la séquence marrante de l'autre jour où il se met comme ça, avec une photo un peu iconique. Bon, voilà, j'adore cette photo. Mais ouais, je sais. Ça peut agacer, comme ça peut être aussi le symbole d'un mec qui a réussi son intégration, qui a trouvé son rôle et qui n'aura jamais besoin de mettre 30 points, alors que c'est quelque chose qu'il faisait assez fréquemment à Charlotte, et on ne peut pas non plus exclure qu'il soit capable de le faire un jour, d'être le facteur X d'un match si les Mavs en ont besoin. Donc, tu as raison de souligner son apport au-delà des simples statistiques. Ouais, mais et tous les remplaçants, grosso modo, de Dallas ont été très bons. Derrick Jones Jr., je continue pareil à adorer le punch qu'il peut apporter offensivement, défensivement. Bref, donc match à suivre, le prochain match, quand même, il sera passionnant, je pense, à regarder. Il y avait un autre match, cette fois-ci dans la conférence Est hier. Là, pour le coup, vraiment, à nouveau, une victoire sans appel, 118-84 des Boston Celtics qui éliminent donc le Miami Heat, 4 manches à 1. Je pense que on va parler du match, mais pour Miami, c'était juste trop dur, en fait. Au-delà des absences qu'on connaissait déjà, il y a Jaime Jaquez qui n'a pas non plus pu disputer ce match, blessé à la hanche. Ça faisait tout simplement trop là, pour Miami. Et voilà, ils ont fait un petit peu, pendant 4-5 minutes, c'était plus ou moins serré. Et puis après, très vite, Boston a retrouvé son adresse à 3 points et a fait le break. Ouais. On pourra toujours se demander qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait eu Butler, si Rozier avait pu jouer tous les matchs, si Rakies avait... Enfin, s'ils avaient été à 100%, mais c'est aussi ça les playoffs, c'est d'arriver à 100%, d'avoir tes joueurs les plus importants qui soient aptes au moment opportun. Là, les Celtics, après cette frayeur du deuxième match, ont réussi à plusieurs performances où ils ont montré que c'était la meilleure équipe. Et là, il n'y a pas eu de match. Ils se sont complètement baladés. Ils ont plié l'affaire à domicile en plus. Et... on pourra juste se demander est-ce que Butler aurait insufflé un autre souffle. On ne saura jamais, on peut que supposer. Nous, on pensait en tout cas que sa présence aurait pu faire de cette série une série serrée, ce qui n'a pas été le cas au final.
Mais bon, voilà, les Celtics sans Porzingis qui n'ont pas souffert. Et au final, il y a eu il y a plus 30 à la fin, il y avait déjà plus 13 à la pause, Il y a eu et plus encore, 37 à un moment. il y a eu plus 37. Bon, Boston a vraiment pas eu à forcer. Il y a eu encore Derrick White a encore été très bon, Jalen Brown aussi. Tatum, au final, il a passé une soirée assez tranquille. Il n'a pas eu besoin de se décarcasser. Et on a vu un début de ce que serait la rotation sans Kristaps Porzingis, qui va a priori manquer la demi-finale. Que ce soit Cleveland ou Orlando, ça devrait être un peu court pour lui avec sa blessure. On a vu du coup Luke Cornett et Xavier Tillman prendre un peu plus de minutes, et ce bon vieux Al Horford, auquel tu avais été comparé, je te rappelle, par nos chers internautes, en termes d'expérience, de longévité et de sagesse. Voilà, Al Horford va être très 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 important, et on a vu de quelle manière allait sans doute se goupiller cette rotation dans les prochains jours. Ouais, bah tu faisais bien aussi de souligner effectivement l'apport de Derrick White, là aussi, qui est reparti dans la lignée du match précédent. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que les premières options offensives étaient tournées autour de lui dans ce match. Il finit avec 25 points, 5 rebonds, 2 passes. Mais j'ai eu le sentiment que c'est lui un petit peu qui avait lancé les choses du côté de Boston en termes de rythme notamment. Jalen Brown a été très bon aussi, 25 points, 6 rebonds pour lui. Jason Tatum, tu l'as dit, un petit peu plus en retrait, 16 points, 12 rebonds, 3 passes. Voilà, effectivement, il a fait le minimum, entre guillemets, enfin, le minimum. Il n'avait pas besoin de faire plus, c'est plutôt mieux formulé comme ça. Et en sortie de banc, Sam Hauser qui a claqué un petit 17 points tranquillement pour se faire plaisir à 5 sur 8 au tir. Pour Miami, c'était trop dur. Malgré tout, moi je souligne les playoffs quand même assez incroyables de Bam Adebayo vu les circonstances. Termine avec 23 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 3 balles perdues certes. Il a vraiment tenu la baraque. Lui aussi, il a été à la hauteur des espérances, je pense, du côté de Miami. Derrière, il y avait malheureusement pas trop de choses à retenir de ce match du côté de 8. C'est ça, encore peu d'adresse en attaque. Alors, en partie parce que Boston a bien défendu, mais aussi parce qu'il y a plus de confiance et d'adresse du côté de 8. Même Adebayo, qui, tu as raison, fait une très très bonne série. Il prend 26 tirs, il en met que 10. C'est pas dans ses standards. Et Miami qui finit encore avec moins de 90 points, et une maladresse à 3 points qui est là, à ce niveau, qui est totalement rédhibitoire contre une équipe comme ça. 10% à 3 sur 29, c'est évidemment insuffisant. Tu as raison, il faut aussi retenir ce qui a été positif, et pour les années à venir à Miami, Adebayo, il n'y a aucune raison qu'il bouge. C'est le point d'ancrage de l'équipe. Il entre dans son prime. Faut souligner sa très bonne saison et ses très bons playoffs. Et je crois que c'est dans la late session de l'autre jour. Certains étaient étonnés de voir Bam Adebayo dans l'équipe de Team USA comme un joueur incontournable, comme un joueur présent juste dans une Dream Team. Il a peut-être pas le statut de superstar de certains autres de la liste, mais je pense que tout le monde en NBA sait que si tu prends les intérieurs américains, il y a pas grand monde qui est vraiment au-dessus de lui sur ce qu'il est capable d'apporter en défense, avec même sa palette globale. Il y a du playmaking, il y a du scoring maintenant, donc c'est un excellent joueur. Oui, et puis offensivement, il a vraiment passé un cap cette saison. C'est longtemps ce qu'on lui reprochait, moi le premier. Là, tu sais, sur son fadeaway, là, il me fait vraiment énormément penser à Kevin Garnett avec le ballon perché très haut au-dessus de la tête. Il y a encore du boulot à faire, je pense, pour développer encore un peu plus ce qu'il est capable de faire offensivement. Mais bon, saison très satisfaisante pour Bam Adebayo. Quand même, du côté de 8, sur ce match-là, tu dis, il n'y a pas ni Jason Richardson blessé à l'épaule, ni Terry Rozier blessé à la nuque, ni Jimmy Butler, bien sûr, blessé au genou, ni Jaime Jaquez blessé à la hanche. Ça faisait tout simplement trop pour cette équipe de Miami qui avait, voilà, pour revenir, pris trop de retard en saison régulière, et puis derrière t'abordes les playoffs face à la meilleure équipe de la saison avec autant de blessés. C'était juste mission impossible. C'est ça, et bon, du coup on va surveiller ce qui va se passer du côté de Miami. À mon avis, ils vont encore essayer de chercher une star pour épauler Butler offensivement. Ça n'a pas beaucoup marché ces dernières années de ce point de vue-là, et donc ils s'en sont remis à leur personnel actuel. Mais quand le personnel actuel est blessé ou pas apte, on voit les difficultés que ça comporte, surtout quand il y a une équipe aussi forte que Boston en face. Je me demande ce qui va se passer. Contrairement à d'autres équipes, on sait que ça ne va pas bouger au coaching. Ça ne va a priori pas bouger au niveau du general manager. Je ne pense pas que Pat Riley n'a pas annoncé qu'il prendrait sa retraite tout de suite. Donc c'est au niveau des joueurs que je suis curieux de voir ce qui va se passer. Bam Adebayo va pas bouger, Butler je pense pas. Donc c'est autour. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ouais.
On va refermer là la page sur les matchs d'hier. Ce soir, 2 matchs à nouveau. Le match 6 entre les Bucks et les Pacers. Milwaukee qui va essayer de continuer à prolonger la série, voir s'ils peuvent s'imposer à nouveau après leur superbe victoire du match précédent. Et un match qui sent déjà le soufre. Le match 6 de la série Knicks-Sixers. Ouais. On retourne à Philadelphie. Cette fois-ci, j'ai vu, je sais pas, tu as dû voir cette info passer, Shai, mais les Knicks, enfin du moins les fans des Knicks ne devraient pas être capables de prendre d'assaut la salle parce qu'il y a c'est un copropriétaire, c'est ça, qui a acheté 2000 tickets là, pour s'assurer que ça serait les fans de Philly qui seraient dans les tribunes. Ça annonce chaud ce match. Ça va être un volcan, la salle, ça va être un volcan. Moi, j'aimais bien le fait que les Knicks ils aient réussi à se mobiliser pour envoyer du monde. Ça montre quand même, c'est un joli tour de force. On dirait un move d'équipe de foot un peu. Il y en a qui arrivent à faire ça. Là, bon, je comprends aussi le move du gars des Sixers qui veut pas. Ça a vraiment perturbé Embiid notamment, qui a dit que c'était pas normal et que. Bon, les fans des Sixers peuvent déjà être assez durs avec leurs propres joueurs en cours de match, sans qu'en plus t'aies des fans des Knicks un peu tarés qui se joignent à l'effort et qui scandent fuck Embiid en live à Philadelphie. Bon, je pense que c'est plutôt un move intéressant, mais ce match sans la poudre, il n'y a pas eu un match tipide dans cette série pour l'instant. Ça a toujours été assez incroyable, donc j'en attends pas moins de ce match et peut-être potentiellement du coup d'un game 7 parce que si Philadelphie arrive à reproduire ce qui a été fait au dernier match. Bon, il y a eu le miracle Tyrese Maxey. D'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, les arbitres ont fait leur rapport des 2 dernières minutes et disent qu'ils auraient dû siffler un marché à Tyrese Maxey sur l'action à 4 points dont on parlait. Absolument, il bouge son pied de pivot en fait, ce qui s'arrête en faisant des appuis alternatifs droite-gauche et puis derrière il y a Mitchell Robinson qui saute et là il bouge en fait et il déplace son premier appui, donc son pied droit. Donc il y avait logiquement, c'était assez clair hein, de toute façon sur la vidéo du replay. Après franchement ce type de marchés sont quasiment jamais sifflés, donc c'était pas non plus un scandale dans le sens où c'est jamais sifflé quoi. Non voilà c'est ça. Mais bon c'est tout ça rend le côté épique de cette fin de match encore un peu plus épique. Et voilà j'en attends pas moins pour ce Game 6, c'est absolument immanquable. Carrément. Il y avait un trophée qui était donné, Shai, il me semble, dans la journée d'hier. C'était la breaking news d'ailleurs sur ESPN et je crois qu'ils en ont parlé au journal télévisé de France Télévisions. Est-ce que tu peux nous donner le résultat de ce trophée ô combien attendu? C'est ça, dont je ne me souvenais plus de l'existence, mais Mike Conley est le meilleur pied de la saison. Pour la 2e fois, il me semble. Parce que je confonds, c'est-à-dire qu'ils ont le trophée du meilleur coéquipier et le trophée du fair play. Et Mike Conley a que ces trophées-là dans son armoire à trophées depuis. je me moque, mais c'est une vraie qualité d'être un coéquipier apprécié. Mike Conley est un vrai coéquipier apprécié. Pendant un temps, c'était peut-être le meilleur joueur qui avait jamais été All-Star. Quand il jouait à Memphis, c'était le métronome d'une équipe qui était en playoff tout le temps et il n'était pas All-Star. Il a été All-Star. Il n'y a toujours pas de trophée individuel très marquant, mais au moins il a cela. Il pourra dire je suis le meilleur coéquipier, je suis le mec le plus fair play, je prends toujours pas de faute technique. Parce que c'est un type qui a toujours pas pris de faute technique en carrière, ce qui est un petit prodige. Donc voilà, ça fait un trophée pour Mike Conley et les Minnesota Timberwolves en attendant peut-être d'autres trophées individuels, on l'espère. Ouais, et puis du côté de Boston, on l'avait pas souligné, mais Brad Stevens qui a été élu Executive of the Year, donc meilleur GM logiquement après la saison folle des Celtics en saison régulière, et puis l'énorme recrutement avec Kristaps Porzingis et l'arrivée de Jrue Holiday. Ouais, voilà, voilà. Il n'y a aucune discussion possible. Je pense qu'il y a des GM qui ont bien travaillé. Là, c'est un move à la fois qui paraissait audacieux, parce que sur le coup, on se dit Porzingis, bon, il est souvent blessé. Tu perds Marcus Smart qui était un mec qui incarnait le fighting spirit de l'équipe et Jrue Holiday, c'est magnifique, c'était magnifique dans tous les cas. Tu affaiblis un rival et on voit ce que ça a donné pour le rival qui est vraiment en galère au premier tour. Et donc victoire très logique de Brad Stevens. Est-ce que Brad Stevens a été coach de l'année une fois? Je me demande, parce que ce serait pas banal. Il a déjà été. Attends, je vais vérifier, mais ça serait fou qu'il l'ait jamais été. Hein. Je me souviens plus, mais dans tous les cas, ça a été un très 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 bon coach et c'est aussi un très très bon dirigeant. Il marche un peu sur les pas de quelques autres, tout en étant encore assez jeune. Je crois pas qu'il ait 50 ans encore. Donc, non, je pense qu'il en est loin même, non? Il doit avoir 45, non? On vieillit aussi, hein, on voit plus les années passer, donc je me méfie. Mais... Oui, c'est ça. Exactement. Alors, attends, il a 47 ans, donc il n'en est pas si loin que ça, effectivement. Ouais. Et alors, est-ce qu'il a été coach of the year? Tac. Je vais essayer de te trouver ça. Eh bien, non.
Eh bien Non, non. voilà. Bah, Non, non. Ah si, voilà. si, si, pardon, pardon. Si. Oh non, il était coach du All-Star Game. Si, coach au... Non, non, pardon, ça c'était à la fac. Et pas en... non, pas en NBA, tu as raison. Ouais, voilà. Bah, souvent, les, Ouais, les titres, c'est l'équipe la plus surprenante qui a atteint la meilleure place possible. C'est souvent ça, hein, le ouais. trophée de coach de l'année. Donc, Brad Stevens, il a eu des équipes qui étaient attendues, mais qu'il a réussi à faire performer constamment. Donc, non, c'est pas si étonnant, mais voilà, c'était pour souligner que c'est des gens qui ont des talents multiples. Il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts de la main, mais Brad Stevens en fait partie. C'était un génie un prodige du coaching universitaire, coach très très jeune à Butler, coach très très jeune en NBA aussi, et qui a réussi à franchir, à passer le cap quand il a voulu prendre du recul et être dirigeant. Et ça se passe. Bon, il n'y a pas encore de titre, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Et moi j'admire toujours les mecs qui savent faire plein de trucs comme ça et qui sont compétents dans tout ce qu'ils font. Ouais. Eh ben écoute, je te propose qu'on referme là ce CQFR. Shai, nous on vous retrouve demain pour débriefer donc les 2 matchs de la soirée. D'ici là, toutes les infos sont sur Basket Session. Et Et nous, on envoyez-nous vous vos dit questions. absolument. Hein, sur le cqfr.rivers@gmail.com. N'hésitez pas, on les traitera demain avec plaisir. Ouais, ouais, bien sûr, pour le CQFR du samedi, ce à quoi il fallait répondre. Donc, ouais, effectivement, comme Shai l'a dit, l'adresse mail est en description de cette vidéo, mais je vous la redonne, cqfr.rivers@gmail.com. On a hâte de vous lire et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.